ترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة بيروت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, une victoire symbolique pour l'armée libanaise. Fayez Shahlan, alias Aboul Fawz, un cadre du groupe État islamique, a été abattu ce matin à Ersal, dans la Bekaa. Un hôpital de Médecins sans frontières frappé par un bombardement dans la région syrienne d'Alep. 17 personnes auraient péri selon MSF. Nouvelle mobilisation en France contre la loi travail qui arrivera la semaine prochaine en débat à l'Assemblée nationale. On manifeste à Paris aujourd'hui, mais aussi dans les grandes villes de l'Hexagone. Un cadre du groupe État islamique a été abattu ce jeudi matin par l'armée libanaise à Ersal dans la Bekaa. Fayez Shahlan, alias Aboul Fawz, a été neutralisé lors d'une opération spéciale de la troupe dans cette région, reculée à la frontière syrienne. Son garde du corps a également péri lors des affrontements qui ont par ailleurs conduit à l'arrestation d'un responsable local de Daesh, le Syrien Mohamed Mousli, alias Abou Melhem. Selon l'armée, ces djihadistes ont activement participé aux affrontements qui ont opposé l'armée aux combattants islamistes à Ersal en août 2014. Ils sont aussi accusés d'avoir planifié des attentats contre l'armée dans la région et d'avoir préparé des voitures piégées. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, a reçu ce matin à sa résidence au centre-ville de Beyrouth le mufti de Tripoli, Malek Shahar. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements dans la capitale du Liban Nord. Hariri s'est également entretenu avec l'imam de Tarnayel, Cheikh Ayman Sharkia, une rencontre largement consacrée aux affaires locales de ce village de la Bekaa et dont l'administration pourrait bientôt être rattachée à la municipalité de la ville de Zahlé. Hariri a aussi reçu le chef du parti du dialogue national, Fouad Marzoumi, avec qui il a évoqué les préparatifs en vue des municipales à Beyrouth, prévues le 8 mai prochain. Le chef du courant du futur a par ailleurs rencontré le ministre de l'Agriculture, Akram Chehayeb, et le député de Tripoli, vous voyez à l'écran, Mohamed Kabara. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens. Je vous le disais en titre, un hôpital de l'organisation Médecins sans frontières a été donc frappé aujourd'hui par un bombardement à Alep en Syrie. L'établissement se trouve dans une zone contrôlée par les rebelles. 17 personnes auraient péri selon MSF, dont 3 docteurs. Mais l'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme plutôt qu'au moins 27 personnes sont mortes dans ce bombardement, dont 3 enfants et le dernier pédiatre en activité dans la ville. C'est un processus de paix à bout de souffle qu'a défendu Stéphane de Mistura devant le Conseil de sécurité à New York alors que les bombardements sanglants s'intensifient dans la région d'Alep. Ce jeudi, au moins 38 civils ont péri. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie s'est exprimé par visioconférence et a imploré les diplomates à tout faire pour sauver les négociations. Aucune date de reprise des pourparlers n'a été annoncée officiellement. Marco Pope nous en dit plus. Des bombardements quasi quotidiens. À Alep, les jours se suivent et se ressemblent. Hier, c'est un hôpital et un immeuble résidentiel qui ont été bombardés par les forces gouvernementales syriennes, fragilisant un peu plus la trêve entrée en vigueur le 27 février. Nous ne quitterons pas Alep. Sale chien, Bachar et la Russie. Dieu nous vengera. Les répliques des rebelles ne font qu'envenimer la situation. Un problème dont est consciente la communauté internationale. Selon l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, ces dernières 48 heures, un Syrien est mort toutes les 25 minutes. Mais les pourparlers entre Washington et Moscou, eux, sont dans l'impasse. La prochaine session de pourparlers va avoir lieu parce que nous en avons besoin et nous voulons poursuivre sur cet élan. Mais soyons francs, ils auront un sens uniquement si et quand la cessation des hostilités sera revenue à son niveau observé en février et mars. C'est pourquoi j'appelle à une initiative urgente de la Russie et des États-Unis. À Genève, le 3e round des négociations s'est achevé sans qu'aucun progrès n'ait été fait. Les principaux représentants de l'opposition ont même quitté la table pour protester contre la dégradation de la situation humanitaire. De plus, le sort de Bachar el-Assad reste au cœur des débats. L'opposition réclame toujours son départ quand les représentants du régime parlent de lignes rouges non négociables.
Dans le reste de l'actualité, les autorités turques annoncent une série d'arrestations au lendemain d'un attentat dans la ville de Bursa, ancienne capitale ottomane. 13 personnes ont été blessées dans cette attaque perpétrée par une kamikaze de 25 ans qui a déclenché sa ceinture explosive tout près de la grande mosquée, un lieu très touristique du centre-ville. 15 suspects ont été interpellés ce jeudi dans le cadre de l'enquête. Des journaux turcs privilégient la piste du groupe État islamique. La Turquie vit depuis plusieurs mois en état d'alerte en raison d'une série d'attaques liées au conflit kurde ou attribuées au groupe djihadiste État islamique. Le Parlement autrichien a adopté une série de réformes qui durcissent considérablement le droit d'asile. L'article le plus controversé est la possibilité d'instaurer une sorte d'état d'urgence migratoire qui bloquerait les migrants à la frontière sans qu'ils puissent formuler une demande d'asile. Les condamnations internationales se multiplient, à commencer par Ban Ki-moon en déplacement ce matin à Vienne. Les explications de Cédric Ferreira. Ban Ki-moon accueilli par la présidente du Parlement autrichien. Une séquence au lendemain de l'adoption par les députés d'un projet de loi qui supprime quasiment le droit d'asile. Le secrétaire général des Nations Unies est inquiet. Il l'a fait savoir lors de son discours devant le gouvernement. Je suis préoccupé par le fait que les pays européens adoptent aujourd'hui des politiques de plus en plus restrictives concernant l'immigration et les réfugiés. Ce projet de loi est l'un des plus sévères en Europe. Désormais, les réfugiés syriens, afghans ou irakiens auront un permis de séjour limité dans le temps, 3 ans maximum. Le droit d'asile serait réservé uniquement à ceux qui prouvent être persécutés dans leur pays d'origine. Enfin, le texte prévoit aussi un régime d'exception qui permet de refouler les migrants sans même leur accorder le droit de demander l'asile. Mais avant même l'annonce de ces mesures, les autorités autrichiennes ont renforcé leur contrôle. Comme ici au col du Brenner, un point de passage névralgique entre l'Autriche et l'Italie. Nous devons maintenir une libre circulation en Europe, mais notre but est avant tout de maintenir l'ordre et de sécuriser les points d'entrée en Autriche. Une barrière de 370 mètres va donc être installée sur ce passage. Cette politique migratoire coïncide avec la montée de l'extrême droite en Autriche. Le parti FPO est arrivé largement en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, nouvelle journée de manifestation ce jeudi en France contre la loi travail qui arrivera la semaine prochaine en débat à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à donner plus de souplesse aux entreprises et à clarifier les règles de licenciement économique. On manifeste à Paris mais aussi dans les grandes villes françaises. Reportage à Toulouse. Ces salariés de la branche spatiale d'Airbus partent manifester une nouvelle fois. Parmi eux, Cédric Le Guen, 46 ans, ingénieur depuis 20 ans. C'est la 4e fois qu'il se mobilise contre la loi El Khomri. Alors qu'est-ce que vous souhaitez, un retrait pur et simple de cette loi ? Bah oui, tout à fait, un retrait pur et simple, parce qu'on peut pas simplement jouer sur les mots. On peut pas dire qu'un CDI va se transformer en CDD, on peut pas dire qu'un simple accord d'entreprise peut primer sur la loi. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, là, on n'est plus du tout protégé. Autant supprimer le code de travail. Pourquoi allons jusqu'au bout. On ne peut plus se poser comme avant. On a toujours l'impression d'avoir 2 valises dans chaque main, à côté de la porte, et trouver un autre emploi dans une autre région. On ne peut pas bâtir une famille. Suzanne De Foras, 18 ans, est étudiante en droit à Toulouse. Malgré la période de vacances scolaires et les examens, elle n'a pas l'intention de baisser les bras maintenant. On a vu que le gouvernement il nous a donné quelques victoires à la marge, et donc ça veut dire que la mobilisation elle paye, ça veut dire que être des millions dans la rue ça marche. J'ai peur que oui, on se retrouve avec moins de CDI, avec encore moins de travail, parce que quand le gouvernement dit en licenciant plus facilement ça va diminuer le chômage, pour moi c'est simplement illogique, ça ne fonctionne pas. À chaque manifestation, les retraités sont présents en nombre, à l'image d'Alexandre Delrey, 69 ans, retraité du transport après 40 ans de CDI. Pour lui, le manque de revalorisation des retraites et la loi El Khomri, c'est le même combat.
On est victime, ça fait déjà 3 ans que j'ai pas d'augmentation. Donc je suis victime et ça je suis pas d'accord, je suis en désaccord complet. Hein, et en plus maintenant ils attaquent les jeunes. Alors là je suis révolté et je suis pour défendre cette jeunesse. Tous sont prêts à se mobiliser une nouvelle fois. Une nouvelle tentative et un nouvel échec. Le régime nord-coréen de Kim Jong-un aurait effectué un tir d'essai d'un missile à moyenne portée ce mercredi soir. Mais l'engin a rapidement disparu des radars selon le gouvernement de Corée du Sud. Le 15 avril dernier, déjà, une précédente tentative avait échoué. Ces essais interviennent alors que Pyongyang prépare un congrès de son parti unique prévu à partir du 6 mai prochain. Le premier en près de 40 ans. Séoul a fait part de sa vive inquiétude à l'ouverture ce matin d'une conférence de pays asiatiques en Chine. Le président à l'écran, Xi Jinping, a assuré que Pékin ne permettrait pas la détérioration de la sécurité dans la péninsule coréenne. Le mécontentement social atteint un nouveau pic au Venezuela ces derniers jours à Maracaibo, la deuxième ville du pays. Des habitants excédés par la crise économique, les pénuries et les coupures d'électricité s'en sont pris violemment à des petits commerces. Dans le même temps, le mouvement de protestation anti-gouvernement mobilise. L'opposition a commencé à réunir des milliers de signatures pour l'organisation d'un référendum de destitution du président Nicolás Maduro, qui a choisi, lui, d'afficher son mépris. Florence Gaillard nous en dit plus. Dans le nord-ouest du Venezuela, des foires d'empoigne autour de sacs de farine. Un homme censé assurer la sécurité n'empêche rien et s'empare lui aussi du butin. À Maracaibo, la deuxième ville du pays, les magasins ont été vandalisés devant des forces de sécurité impuissantes. On m'a appelé dans la nuit, mais je ne pouvais pas approcher du magasin parce que la situation dans la rue était vraiment trop dangereuse. Mais bon, j'espère qu'on va trouver des solutions. À Caracas, des milliers de Vénézuéliens sont dans la rue. Lassés de patienter devant des supermarchés vides et privés d'électricité, ils répondent à l'appel de l'opposition qui veut organiser un référendum révocatoire à l'encontre du président. Dans un premier temps, 200 000 signatures sont nécessaires pour que le Collège national électoral lance la procédure. Nous allons collecter ces signatures et les faire valider. Ensuite, nous en collecterons 4 millions que nous ferons aussi valider et le référendum aura lieu et nous le remporterons. L'opposition accuse le pouvoir d'être incapable de gérer la crise. L'économie vénézuélienne est en plein marasme depuis la chute du cours du pétrole. Et la sécheresse inédite qui frappe le pays épuise les réserves d'eau et l'activité électrique. Mais le président Maduro, héritier d'Hugo Chavez, veut rassurer ses troupes. Rien de ce qu'ils sont en train de faire n'a de viabilité politique. Et la révolution, ici, va continuer. Et votre président va rester au moins jusqu'en 2018. 2018, c'est l'année de la prochaine élection présidentielle. Mais si le référendum est organisé et le président destitué, elle pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. Berlin, devenu une des destinations touristiques les plus courues en Europe, interdira dès le 1er mai la location d'hébergement de type Airbnb. L'objectif de la municipalité est d'enrayer la pénurie de logements, de rendre la ville aux Berlinois, de freiner la cupidité des investisseurs, voire des locataires eux-mêmes qui sous-louent leurs biens en les surévaluant et ainsi de mettre un terme à la flambée des loyers. Julie Chouteau. Berlin, troisième ville la plus visitée d'Europe et bientôt, plus de logements Airbnb. La municipalité durcit le ton. À compter du 1er mai, interdit de louer ainsi son logement entier, sauf dérogation exceptionnelle, sous peine d'une amende allant jusqu'à 100 000 €. Cette publicité pour le site appartient désormais au passé. If you want a creative neighborhood in Berlin, then Todd's one-bedroom apartment is perfect. Les Berlinois pourront toutefois toujours louer une chambre dans leur appartement. But de la manœuvre, enrayer la hausse des loyers, rediriger les propriétaires vers la location classique. En 2015, Berlin a construit 12 000 nouveaux logements, mais 10 000 biens ont été retirés du marché traditionnel. La ville craint de voir ses efforts réduits à néant. Pourtant, la capitale allemande est depuis longtemps attachée au logement abordable. On ne veut pas la même situation qu'à Londres où les gens qui n'ont pas les moyens de se payer des prix très élevés sont obligés de bouger en dehors de la ville.
Pour plus d'efficacité, la mairie met même en place un formulaire de dénonciation. Entrez la rue et le quartier et les agents iront vérifier si la location est légale. Berlin, Londres ou encore Paris, toutes les capitales touristiques sont concernées par l'emprise d'Airbnb et cherchent des parades légales. À Paris, interdit de louer son appartement sur un site de partage plus de 120 jours par an. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'info continue sur notre antenne. Vous retrouverez Philippine de Clermont-Tonnerre à la barre du prochain JT. À très bientôt. بترشيحي لرئاسة المجلس البلدي لمدينة